Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre webinaire de l'acquisition à la fidélisation, comment personnaliser la relation en B2B. Mon nom est Claudia Dravigné, je suis coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Touin, directeur expérience client, qui va être le présentateur. Alors, je fais un petit récapitulatif, là, comme d'habitude, pour ceux qui assistent à nos webinaires. Donc, vous pouvez poser vos questions via la petite boîte de discussion de GoToWebinar et on va prendre un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et la présentation est enregistrée, on va vous la faire parvenir par courriel une fois que c'est terminé. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour Claudia. Alors, on parle de B2B aujourd'hui. Oui, exact. On parle de B2B. En fait, ça va même un peu plus large dans le fond que le B2B. Souvent, quand je rencontre des gens, on parle de marketing relationnel, de personnalisation, souvent ils ne savent pas trop par où commencer. Ils ont vraiment l'impression ça représente des coûts faramineux, des coûts importants, ou même de la donnée de manière importante. L'objectif, c'est un peu de regarder ça, voir comment on commence, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement euh, traiter cette donnée-là, traiter la personnalisation dans l'objectif d'avoir une communication plus personnalisée. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est sûr que quand on parle de B2B, ça donne un angle au niveau souvent du contenu, mais en somme, faut dire une chose dès le départ. Le B2B, oui, c'est un concept qui existe, c'est évident, mais en même temps, c'est pas vrai qu'il n'y a personne ici qui vend directement aux entreprises. La plupart en fait, tout le monde ici a une relation avec des gens. Donc, cette relation-là, qu'on soit en B2B ou en B2C ou en B2G, il y a peu importe. L'important, c'est de créer une relation avec les gens. Souvent, dans le retail, dans le B2C de manière globale, cette relation-là, elle est comprise parce que c'est vraiment leur quotidien. C'est des relations qui sont souvent très courtes, très instantanées, donc ils le vivent rapidement. Alors que dans le B2B, c'est souvent des relations qui sont beaucoup plus longues. Mais ça reste que le même principe est derrière. Il faut créer des relations. Aujourd'hui, en 2000, je pense que la donnée date de 2016, 2017, où est-ce que la plupart des acheteurs en B2B ont 35 ans et moins. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est des gens qui ont grandi avec la technologie, des gens qui sont habitués, puis qui s'attendent à une expérience qui est la même qu'ils doivent faire des achats pour leur entreprise que s'ils désirent acheter une nouvelle brosse à dents sur Amazon, par exemple. Donc, il faut vraiment adapter notre discours par rapport à ça. Ceux qui écoutent souvent mes conférences ou mes webinaires savent que j'aime beaucoup parler de la notion dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand on allait au marché, quand on allait au magasin général, la personne nous connaissait. La personne était capable de s'adapter son discours face à la personne de manière live et directe, parce que dans le fond, elle avait un petit bassin de personnes, puis elle conversait directement avec ces personnes. Aujourd'hui, on le fait moins. On a beaucoup plus de données, mais on parle souvent de la même manière à tout le monde. On fait les mêmes promotions, on fait les mêmes communications, on fait les mêmes envois, parce que malgré le fait qu'on a beaucoup de données, beaucoup plus qu'à l'époque, euh, on a quand même de la misère à l'exploiter. Puis la raison derrière ça, c'est souvent que euh, on n'a pas une vue 360. Souvent, la plupart de nos données sont dispersées dans différents systèmes. Vous le vivez là, probablement chacun d'entre vous dans vos entreprises. C'est difficile d'être customer-centric parce que justement, la donnée client existe dans un système, les prospects sont sur des fichiers Excel que nos vendeurs ont, la livraison est dans un système tiers. Et puis, cette donnée-là n'est pas regroupée globalement dans un. C'est ça, on le voit, nous, dans nos clients, la plupart de nos projets sont maintenant du rassemblage de données pour avoir une vue globale. Mais c'est sûr que même si on n'a pas cette vue-là dès le départ, on peut quand même tout de suite commencer à faire de la personnalisation. Parce que de la personnalisation, c'est pas
c'est pas tout de suite on commence, puis boum, on a un plan de personnalisation très avancé, multicanal, avec une discussion un à un totalement différente. Non, on y va par petits pas. Donc, c'est important de débuter le plus rapidement possible, puis de commencer tranquillement la personnalisation. Juste avant de vous expliquer les différentes étapes de personnalisation, juste je suis tombé là-dessus dernièrement, je trouvais ça super intéressant. Dans le fond, depuis la mise en place de la loi C-28, ce qu'on voit, c'est que le taux de lecture des courriels a beaucoup augmenté parce que les gens reçoivent des courriels beaucoup plus de qualité. La gestion des abonnements par préférence, la gestion des abonnements, le fait qu'on ne soit plus vraiment de spam, fait que la proportion de courriels que l'on ouvre au Canada est c'est la raison pour laquelle l'Australie est en avant, c'est qu'ils ont une loi qui ressemble à la C-28, qui date d'un peu plus longtemps que notre loi C-28. Ils ont leur propre loi là-dessus. Mais là, on voit l'Europe qui est très bas. On sait qu'au mois de mai, il va y avoir la nouvelle loi RGPD qui va rentrer. Ça risque de faire augmenter ces taux-là. Donc, le courriel reste toujours au centre de cette personnalisation, de cette relation-là, parce que elle est pertinente et les gens aiment recevoir des courriels lorsqu'ils le sont pertinents. Donc, en termes de personnalisation, comme je dis, il y a des étapes. Souvent, quand on parle, puis on entend souvent, ces temps-ci, le trend est avec l'intelligence artificielle et tout. C'est sûr qu'il faut faut viser de se rendre jusque-là. Mais au départ, il y a quand même des étapes qu'il faut franchir avant d'arriver là. C'est un peu ça qu'on va regarder. Avant, je suis juste un petit peu curieux, je vais vous lancer un peu un petit sondage que vous allez voir dans la fenêtre. C'est quoi justement votre entreprise? Elle est à quel niveau de personnalisation? Je vais continuer à avancer un peu, puis je pourrais vous donner les résultats un petit peu plus tard, là, puis voir justement on en est où actuellement là, dans les gens qui sont. Donc, la personnalisation, comme je disais, ça part de la donnée. Ça part de l'ensemble de la donnée que vous avez. Aujourd'hui, on va beaucoup parler en termes de courriel, mais c'est sûr que c'est multicanal. Peu importe le type de communication, le type de canal que vous utilisez, cette personnalisation-là est importante. Quand on parle de données, souvent les gens vont se rattacher à, par exemple, le profilage de la personne. Ils vont se rattacher au comportement souvent des gens, le comportement sur le site web, le comportement dans les différentes communications, le comportement dans le magasin, les transactions, etc., etc. Donc, on va quand même aller chercher des données assez poussées. Mais lorsque ces données-là ne sont pas disponibles, il y a quand même moyen d'arriver avec des exemples de personnalisation intéressants sans pousser vraiment beaucoup, beaucoup de données. Je donne un exemple. Ici, c'est un courriel, dans le fond, pour une conférence aux États-Unis. Et dans le fond, les invitations à la conférence, le contenu du message était tout simplement différent selon l'industrie de départ. Soit c'est une information de base que les gens ont, et qui peut servir finalement à déterminer visuellement, d'accrocher. Donc, si par exemple, je suis dans l'industrie sportive, que ce soit au milieu de la télé, des médias, que ce soit dans le milieu des équipes sportives, etc., et que je vois que je vois finalement le courriel, ça me rapproche un peu de ça. Je vais fermer le pool. Je pense que j'ai eu assez de réponses par rapport à ça. Actuellement, on est beaucoup, beaucoup en segmentation et en envoi de masse. On a une petite proportion, là, un 15% qui se rend en segmentation avancée. Mais là, pour la plupart des gens, on est vraiment en segmentation. Donc, c'est intéressant. On va voir comment on peut aller un petit peu. Ça, c'est justement un bel exemple de segmentation un petit peu avancée, dans le sens qu'on n'y va pas juste avec des scopes classiques de profil de personnes, mais on va aller au niveau de l'industrie. Comme toujours, l'exemple, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'aller vers la personnalisation ultime, la personnalisation one-on-one. C'est un exemple ici de Nutella. Dans le fond, c'est un concours qu'il avait fait où est-ce qu'il livrait des pots de Nutella avec l'étiquette de la personne, le nom de la personne directement sur l'étiquette. C'est ça l'objectif.
Et pour ça, effectivement, il faut beaucoup, beaucoup de données, il faut beaucoup d'informations. Comment on fait pour arriver jusque-là? Ben, c'est un peu ça qu'on va regarder. Il existe, excusez, j'ai sauté une. Il existe beaucoup, beaucoup de données qui sont possibles. Ces données-là, souvent, sont rattachées à des systèmes. Mais pour ceux qui ont ces systèmes-là, il faut exploiter ces données-là, il faut personnaliser, il faut segmenter. Mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement accès à ça, il y a des éléments qui peuvent être utilisés. Il y a de la donnée tout autour de nous, puis qui souvent n'est pas nécessairement rattachée à un système, mais qui peut être exploitable. Un bon exemple de ça, c'est celui de la météo. On a un exemple où est-ce que on avait un centre de congrès qui, dans le fond, envoyait des promotions saisonnières pour dire ben c'est le temps de commencer à penser à la planification de vos fêtes d'été, vos parties d'été d'entreprise. Et il avait fait un envoi par rapport à ça qui disait oh, c'est le printemps, c'est le temps d'y arriver, c'est le temps de commencer à réfléchir. Et automatiquement, cette campagne-là avait eu un succès monstre, vraiment un taux d'ouverture, de conversion vraiment important. Donc, l'organisation avait dit, ben, on va en profiter. L'année prochaine, on va faire la même chose. Donc, l'année suivante, à la même date, faire une campagne très semblable. C'est le printemps, c'est le temps d'en profiter, etc., etc. Mais c'est tombé une journée comme, mettons, cette année, où est-ce qu'il y a eu une tempête de neige. Donc, c'est pas une question là de données, mais le fait qu'il y a eu une tempête de neige la journée qui envoie le courriel qui dit c'est le printemps, ça tue un peu le message, ça tue l'intention, puis ça fait que finalement cette campagne-là a eu un succès vraiment moins bon, mais vraiment, vraiment moins bon que la première fois. C'est un exemple type de données qu'on peut utiliser. Ce qui se passe autour de nous, ça a de l'impact. On a certains de nos clients qui, justement, bloquent les envois prévus, dépendamment de la température extérieure. S'il pleut, ils bloquent les envois. Parce que ce genre d'environnement-là peut avoir des impacts sur les ouvertures, sur les clics, sur la conversion. Donc, c'est un type de données qu'on peut utiliser facilement pour commencer à faire de la personnalisation. Évidemment, ces types de données-là, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. C'est possible de prendre chacun de ces éléments-là, créer du contenu, puis le rattacher au fameux cycle de vie de votre clientèle. C'est un peu ça qui est important. Vous devez partir du cycle de vie et déterminer la communication que vous allez envoyer. La communication que vous allez envoyer, après ça, va être déterminée par la personnalisation. Cette capture-là, c'est un cycle de communication classique. Là, il y en existe beaucoup qui ressemblent un peu à celui-là. Mais l'important, c'est de le prendre, de l'adapter à votre réalité. Mais ça fait une bonne base sur laquelle commencer pour savoir justement quelle communication que je devrais envoyer. Quand on commence à avoir ce portrait-là, à avoir cet environnement-là de communication, on commence à avoir une meilleure relation avec la clientèle. Donc, je vais prendre le temps, je vais découper ce cycle de vie-là en petits éléments, puis je vais vous donner des exemples précis par rapport à cela. Donc, premièrement, le onboarding. Bon, le onboarding, c'est vraiment la phase de départ. C'est lorsque la personne commence à entendre parler de notre service. Elle est dans une étape où est-ce qu'elle va commencer à avoir confiance qu'elle a besoin, puis elle va commencer à faire des recherches. C'est habituellement à ce moment-là qu'elle va potentiellement tomber sur votre site web, s'inscrire à votre infolettre. Mais avant d'envoyer l'infolettre, il faut prévoir une séquence avant ça. C'est l'équivalent, finalement, d'avoir une campagne de bienvenue. La campagne de bienvenue, c'est une campagne qui est classique en marketing relationnel. C'est d'avoir une communication qui présente l'entreprise, qui donne les valeurs, le différenciateur de votre entreprise par rapport aux autres, puis d'un peu ramener les gens à votre site web. Comme je dis, souvent, quand vous captez le courriel, parce que c'est la première fois qu'il est sur votre site, il n'est pas encore 100% confiant, qu'il a besoin de vos services, il explore. Dans ce cas-là, c'est un moment pas de vente, c'est un moment de création de relations. De manière simple, d'envoyer une infolette tout de suite après que la personne soit inscrite sans prévoir une séquence,
c'est l'équivalent finalement, ou des promotions, peu importe, c'est l'équivalent qu'une personne rentre dans dans un commerce, et que la première chose que la personne lui dit, c'est achète. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle dise bonjour, bienvenue chez nous. Elle veut qu'elle dise, hey, en passant, nous, notre spécialité, c'est ça. C'est un peu ce thinking-là qu'on va dans cette séquence-là, où est-ce qu'on va aller montrer c'est quoi les avantages de cette marque-là. Puis une fois que ça c'est fait, après ça, la personne va être plus encline euh, à, à- à aller de l'avant, puis à commencer à penser à faire des affaires avec vous. Euh, Quand on parle de messages de bienvenue, il existe plein de types de messages qui sont possibles. Ça, c'est une séparation au niveau de notre clientèle de qui fait quoi. L'idée, c'est surtout de démontrer votre image de marque, de démontrer votre différenciateur. Je donne deux exemples. Le premier, Xero, qui est un service finalement de facturation de services en ligne. Lorsqu'on commence à faire avec eux, il y a quand même un premier courriel qui va expliquer c'est quoi le logiciel, qui va expliquer les premières étapes. Là, on est dans le cas ici, les gens ont téléchargé un démo et il y a ces premières étapes. Ça sert de formation, ça sert de onboarding un peu. On n'est pas encore en disant « Hey, achète ». Non, on est vraiment dans une méthode de démo puis de dire, regarde, voici comment ça marche. Je vais vraiment te montrer mon outil. Ça va vraiment te donner le goût et le comprendre un peu c'est quoi notre démarche. Un autre exemple, Théo. Théo, ce que j'aime bien, c'est que dans le fond, ce qu'ils mettent de l'avant, c'est leur valeur. C'est pas leur service, c'est pas le fait qu'ils ont un service rapide, c'est pas le fait qu'ils ont une application. Non, c'est juste nous, nos valeurs, c'est d'être électrique, c'est d'avoir des chauffeurs de taxi bien payés. C'est leur différenciateur. Et ça, ils le communiquent et ils basent l'ensemble de leur valeur d'entreprise sur ces valeurs-là. Donc, ils le mettent de l'avant. On n'est pas encore ici en disant wow, profite d'un 10% de rabais lors de ta première ride. On n'est pas là du tout. Ce qu'on est, c'est plutôt dans le non, regardez qui on est. Puis en faisant cette proposition de valeur-là, en démontrant sa différence, bien, on risque de plus toucher les gens proches de nos valeurs, donc ils vont penser à nous quand ils vont avoir besoin d'un service tel que le nôtre. Un autre exemple plus facile en termes de données, quand vous manquez un peu de données, c'est d'être tout simplement dans la manière de parler, c'est d'être un petit peu plus personnalisé en termes d'approche, un petit peu plus humain comme approche. Donc, l'exemple de au lieu Madame, Monsieur, là, on le voit encore dans les infolettes, de juste bonjour, prénom. La plupart des databases que vous avez au minimum le prénom. De dire bonjour, prénom, c'est un peu une base. Ça permet de déjà créer une meilleure relation. Non seulement vous pouvez, quand vous parlez, démontrer que vous parlez à une personne, mais vous pouvez aussi démontrer que la personne qui envoie le courriel, c'est une personne aussi. C'est pas juste une machine. Donc, de mettre l'emphase sur qui est, c'est une bonne manière. On le voit de plus en plus, particulièrement en B2B, où les courriels sont sans visuel, sont directement, comme si c'était écrit, on a l'impression que c'est écrit directement dans un système comme Outlook, par exemple. Ben, dans le fond, ce courriel-là va être envoyé, puis il a l'air très, très humain, signé par le PDG ou par un représentant des ventes. Ben, c'est la même technologie derrière. C'est juste que ça crée une meilleure relation, ça crée l'impression qu'on est vraiment dans une relation. Puis aussi, ben, c'est ça, d'être avenant, c'est toujours un bon. Deuxième section, l'engagement. L'engagement, dans le fond, c'est vraiment l'étape où est-ce qu'on veut rappeler aux gens l'intérêt qu'ils ont eu de faire affaire avec nous. C'est de rester justement là, le fameux top of mind, de toujours s'assurer que l'ensemble des communications qu'on va faire avec cette personne-là nous permettent de améliorer notre relation. Le bon exemple, c'est les factures. Les factures peuvent être humaines, les factures peuvent être
construite de manière un peu plus design, un peu plus agréable à l'œil, juste pour montrer finalement qu'il y a un intérêt ou tout ça. Mais évidemment, il y a aussi d'autres types d'informations qu'on va pouvoir envoyer. Pourquoi on fait ça? Ben, vous le savez, tous et chacun, c'est beaucoup plus facile de continuer à vendre puis à upseller les gens qu'on a dans notre clientèle existante que d'en trouver des nouveaux clients. Dépendamment de l'entreprise dans laquelle vous êtes, les cycles de vente peuvent être 6 mois, 1 an. Surtout en B2B, c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. Ben, il faut absolument exploiter les gens, exploiter la donnée qu'on a sur les gens pour pouvoir finalement créer une meilleure relation avec ces gens-là, tout en gardant le côté humain, évidemment. Encore des petits exemples très low. Dans le fond, c'est pas une infolettre, c'est pas une promotion, c'est pas sur le comment l'utiliser. Non, c'est juste, hey, on a franchi un step en tant qu'entreprise, puis on veut remercier tout le monde. Donc, c'est juste un petit moyen de communiquer avec la personne. C'est une occasion finalement d'envoyer une communication, mais une communication qui est pas pour pousser une vente, c'est juste pour donner un coup de fil, dire comment ça va. Puis cette relation-là va permettre finalement d'avoir justement un meilleur engagement et de continuer à être top of mind. L'autre exemple, c'est les anniversaires. Souvent, en B2C, ce qu'on va voir en termes d'anniversaire, c'est tout simplement envoyer un rabais le jour de l'anniversaire de la personne ou un petit message. En B2B, souvent, ben là, c'est plus global. On n'a pas nécessairement l'anniversaire de la personne, ça fait partie des données qu'on couvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de fêter des anniversaires. Par exemple, ça fait 1 an que la personne fait affaire avec nous. Ben, c'est une manière de prouver que la relation, finalement, elle est importante. L'autre chose, ben, c'est le Happy New Year. Ben, ça, même si vous n'avez pas la date de début du commerce, de la relation d'affaires, ben, il y a quand même certains événements qui sont classiques que vous pouvez utiliser. Un dernier exemple, Dropbox. Dropbox, dans le fond, qui fait du upsell par rapport à leur service pro. Ce que je trouvais intéressant, c'est que malgré leur ligne habituellement très classique, très informationnelle, ils ont quand même commencé à développer un ton un petit peu plus humoristique. Souvent, les gens osent pas, mais l'humour vend beaucoup. Il faut savoir le mettre à sa couleur, mais ça marche, ça. Donc, de ne pas hésiter à le mettre en place. Un autre exemple, pas un autre exemple, mais en fait, notre section promoteur. Promoteur, c'est super important. Souvent, quand nos clients nous approchent, ils vont toucher à tout ce qui est les campagnes de réengagement. Qu'est-ce que je fais avec ma BD inactive? Qu'est-ce que je fais avec les gens qui n'ont pas ouvert un courriel, qui n'achètent plus chez nous depuis X temps? C'est sûr que c'est important. Mais il y a aussi les clients qui, eux, sont heureux chez vous. J'espère qu'il y en a, je vous le souhaite. S'il y en a, ben, c'est des gens que vous pouvez utiliser pour propager finalement la bonne nouvelle de votre marque. C'est un peu ça qu'au niveau des références, c'est important de le faire. Dans le fond, la promotion de ces références-là va vous permettre de rester top of mind, non seulement pour vos clients fidèles, mais aussi globalement avec vos clients, avec les clients que vous savez peut-être même pas qu'ils existent. Un petit exemple, nôtre, il faut bien faire un peu de plug au travers de tout ça. Dans le fond, on a un service, nous, une promotion de référence. Si vous référez un collègue, quelqu'un qui pourrait être intéressé par nos services, ben, vous allez recevoir quelques cadeaux, quelques sous à certains endroits. Donc, c'est une manière comme ça de le développer. Depuis qu'on a mis ça en place, ça fait quelques mois, je ne vais pas dire 1 an, mais pas loin de ça. Ben, on a eu quand même un beau succès parce qu'on a un taux de conversion assez élevé sur les références qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que les gens qui nous réfèrent vendent à notre place, puis ils le vendent souvent très bien parce qu'ils sont proches du concret, puis il y a déjà une relation de confiance qui existe avec leurs collègues. Finalement, la transition.
Transition, ben, c'est justement ceux qui commencent, là, je parlais de réengagement tantôt, là, ceux qui commencent à diminuer leur activité au travers vous. Faut les capter avant qu'il soit trop tard et euh, il faut les réengager justement pour ne pas les perdre. Donc, pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça fonctionne bien, ces campagnes-là. Souvent, ça permet de rattraper. Ça fonctionne quand c'est bien fait. Comment on fait pour que ce soit bien fait? Ben, c'est beaucoup d'être différent. Euh, Autant dans l'objet, dans le courriel, dans le design, dans l'angle, l'humour. Il faut être un peu différent de ce qu'on fait habituellement parce que ce qu'on veut, c'est provoquer une réaction. Les gens sont en train d'arrêter d'ouvrir vos courriels. Ben, faut commencer à faire une campagne qui est peut-être très différente, qui va les inciter un peu à revenir. Une campagne, je ne l'ai pas en exemple ici, mais c'était vraiment une bonne campagne parce qu'il y avait une image qui était personnalisé selon les transactions que la personne avait faites. Donc, il y avait un GIF qui roulait, là, puis là, au début, c'était nous avons débuté notre relation à telle date, vous avez fait tant d'achats, vous avez eu tant de projets avec nous. Et bon, le petit GIF roulait comme ça, de manière très personnalisée. Ça montrait un peu la relation qu'il y a, puis ça rappelle finalement au contact pourquoi il a fait affaire avec vous au départ. Donc, comment on fait pour rallumer finalement cette flamme-là? C'est souvent en rappelant les raisons de départ que la personne a eu avec vous. Un petit exemple de Dropbox, lorsque vous mettez de moins en moins à l'utiliser, ben, c'est un petit reminder, encore une fois, du pourquoi les gens ont fait affaire avec vous au début. Finalement, les clients perdus, au niveau des clients perdus, ben, il existe deux types de pertes possibles. La première, c'est effectivement les gens qui se sont tranquillement désengagés de votre base de données, se sont mis de moins en moins à consommer votre contenu, de moins en moins à faire affaire avec vos services, de moins en moins être présent dans votre univers de base. Il y a cette première partie-là. Puis évidemment, les gens qui se désabonnent, les gens qui arrêtent d'utiliser vos services, les gens qui vraiment disent, OK, ma relation est terminée, c'est terminé. Donc, dans ces deux cas-là, ce qui est important, c'est de respecter cet élément-là. On dit que les marketeurs perdent en moyenne 2% de leurs données par mois. Ben, dans le fond, ce que ça dit, c'est que c'est normal. Faut pas paniquer avec ça. Il faut continuer à faire de l'acquisition, comme on a vu au début, mais il faut aussi respecter ces éléments-là. Comment on fait ça? Ben, avec différents types de campagnes. On essaie de le capter avant. Et une fois qu'on est là, ben, on l'accepte, puis on supprime. Nous, pour la propreté des bases de données, même en courriel, ce qu'on dit, c'est qu'à partir d'un certain temps, dépendamment du cycle de vie que vous avez au niveau de l'engagement, ben, si les gens n'ouvrent plus vos courriels, envoyez une dernière communication qui dit « Écoute, on a remarqué que tu n'ouvrais plus nos courriels, c'est souvent la dernière étape du campagne de réarrangement, on va vous désabonner. » Et on supprime la personne de la base de données, on la désactive et on la sort complètement. Pourquoi on fait ça? Parce que de toute façon, tout ce que ça fait, c'est que ça vient jusqu'à un certain point polluer votre base de données. Si la personne n'a pas ouvert dans les 3 dernières années, par exemple, tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire une personne de plus qui n'ouvre pas vos courriels. Ça diminue un peu vos ratios d'ouverture. Ils ne servent plus. Respectez ces personnes-là, sortez-les de votre base de données. Tout ce que ça va faire, c'est que votre base de données va être plus propre, puis elle va être plus performante. Petits exemples. Ici, GoDaddy, lors de la fin de l'utilisation des services, il envoie quand même une communication qui dit « Écoute, il n'y a pas de problème, on comprend, mais vous allez pouvoir revenir n'importe quand, puis ils font même un petit rabais, ils essaient de rattraper la relation. » Un autre élément ici, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chercher finalement du feedback. Pourquoi? Le fameux sondage. Donc, fin de relation, engagement de moins en moins grand. Ben, pourquoi?
Donc, prenez ces éléments-là pour pouvoir finalement aussi vous améliorer dans le terme. S'il y a des commentaires qui reviennent souvent, ça peut être une lumière sur vos processus, sur vos services, pour pouvoir améliorer le tout. Autre exemple, je l'aimais bien, celle-là, dans le fond, ce que ça dit, c'est on renvoie quand même, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils renvoient quand même un courriel une fois de temps en temps, vraiment pas souvent, avec les releases, avec les dernières nouveautés, les nouveaux produits, les nouveaux services. Évidemment, si c'est désabonné, vous ne pouvez pas envoyer ça, mais si la personne ne fait plus affaire avec vos services, n'ouvre plus vos courriels, ben, vous pouvez faire des séquences précises pour ces gens-là, qui les ciblent, qui les visent, qui n'aura pas une grosse performance, mais qui potentiellement peut vous ramener des gens. Comme on dit souvent, le courriel, c'est un médium qui ne coûte pas très cher. Donc, vous pouvez quand même en profiter en frais de vente pour arriver à ces éléments-là. Je pense qu'en fait, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si, Claudia, je vois qu'il y a des questions. Oui, on a dépassé un petit peu le temps, mais on va quand même prendre les questions, quelques questions. S'il y en a qui en ont, vous pouvez les envoyer tout de suite. Donc, j'en ai une ici. Avant de désactiver une adresse courriel, vous avez parlé de 3 ans sans action, ouverture ou clic. Avez-vous une reco, justement, concernant le délai avant de la désactiver? Peut-être que la personne pourrait préciser qu'est-ce qu'une reco, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est une recommandation. Dans le fond, c'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent. Et malheureusement, la réponse, c'est pas mal, ça dépend. Ça dépend de votre industrie. Ça dépend dans quoi vous êtes. Si vous êtes dans, comme par exemple, je vais y aller classique, chez Dialogue Insight, chez nous, le cycle de vie est beaucoup plus long que d'aller acheter une paire de souliers, par exemple. Une paire de souliers, c'est sûr qu'au bout de 6 mois, la personne n'ouvre pas vos courriels, c'est assez classique, mais là, il commence à avoir quelque chose. Ensuite de ça, dans un modèle, on a des clients qui sont dans le milieu du spa, par exemple. Ben, la clientèle va dans le spa 1 à 2 fois par année. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle ouvre religieusement tous les courriels que vous envoyez, par exemple, à toutes les semaines. Donc, ça dépend vraiment de la fréquence que la personne fait affaire avec votre service. Idéalement, ce qu'il faudrait arriver, c'est de le mesurer à partir de vos bases de données actuelles. Prendre le temps d'analyser les résultats, puis de voir les gens qui se désabonnent, les gens qui n'ouvrent plus, c'est après combien de temps, globalement, en moyenne. Puis déjà, ça va vous donner un peu un indice de quand est-ce que la relation coupe. Pour ça, vous pouvez calculer, par exemple, 25% de temps précédent, puis commencer une campagne de réengagement à ce moment-là en 2 temps, 3 temps, 4 temps, dépendamment du commerce comme tel. Parfait. Donc, je pense que ça répond. En fait, on a déjà dépassé de presque 5 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Désolée. Si vous avez d'autres questions, par exemple, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de projet, directeur de compte ou toute autre personne chez Dialogue Insight. On va s'assurer d'acheminer la réponse. Donc, je vous rappelle que la présentation est enregistrée. On va vous faire parvenir tout ça par courriel, donc maximum demain. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Alexandre, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir.